Le comité scientifique de riposte à l'épidémie du coronavirus est une structure qui a pour but de faire toutes les recherches, études, investigations et de collecter toutes les données scientifiques en rapport avec la COVID-19, notamment les essais biologiques, cliniques, épidémiologiques, thérapeutiques et socio-anthropologiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de Covid en clair. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le professeur Marielle Bouillou, qui est médecin biologiste et également responsable du comité scientifique. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, je vous remercie. Alors, on est à 3 mois du bilan de la riposte, 3 mois. Le comité scientifique, on a envie de parler un petit peu de la situation épidémiologique. Est-ce qu'on atteint le pic? Écoutez, aujourd'hui, à l'heure actuelle, 14 juin, nous ne pouvons pas répondre à cette question. Par contre, effectivement, lorsqu'on regarde les tendances des chiffres, on a l'impression qu'il y a une certaine baisse. Mais il faut savoir aussi que les semaines auparavant, entre le mois de mars et le mois d'avril, on a aussi eu une certaine baisse du nombre de cas confirmés parmi les tests réalisés. Et le pic est atteint, on sait que le pic est atteint de façon rétrospective. C'est en analysant les données antérieures qu'on peut effectivement, au cours d'une certaine période, une période bien donnée, dans un délai de 1 à 2 semaines, à peu près, en général on va dire 2 semaines, quand on voit que la tendance baissière se confirme, et qu'elle continue, alors oui, on pourrait dire qu'on a atteint le pic. D'accord. Voilà. Donc actuellement, on n'est pas encore là. Écoutez, actuellement, on va dire qu'on est en phase à peu près de stabilisation un peu de la prévalence. La prévalence des cas confirmés d'infection à coronavirus, c'est le pourcentage du nombre de personnes infectées parmi celles qui ont eu un test de diagnostic. Voilà, donc on oscille un peu entre 17 et 18%. Donc c'est une tendance qui est là depuis à peu près, depuis quelques semaines. Donc on oscille là-dessus. Quand on compare aux données de mai, où on a atteint des prévalences de 24%, on peut dire qu'on a une tendance baissière. Mais il faut aussi savoir que elle peut ne pas être identique, cette tendance, dans les localités. Il y a des localités dans le pays où on pourrait avoir une prévalence de 12%, et il y en a d'autres où on peut avoir une prévalence de 23%, par exemple. Surtout qu'aujourd'hui, on est à 8 provinces sur 9 qui sont... Exactement, de plus en plus de promesses, de plus en plus de provinces, ce qui fait qu'effectivement, les provinces au sein desquelles on a moins de cas, la prévalence étant très faible, ça amène justement à réduire un peu les chiffres qu'on a. D'où justement la prudence des scientifiques et même du comité de pilotage avant d'annoncer un éventuel pic atteint. D'accord. Je pense qu'on laisse un peu quelques semaines, à peu près jusqu'en mi-juillet, pour savoir où est-ce que nous en sommes vraiment. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes médecin biologiste. Moi, j'ai envie de vous demander, on a beaucoup parlé du traitement de la phalaricine, etc. Donc, le traitement de la médecine traditionnelle, comment est associé justement les tradithérapeutes et le comité scientifique? Est-ce que vous travaillez en synergie? Alors, travailler en synergie, non. Le comité scientifique a pour mission et pour méthode de travail de réunir toutes les informations scientifiques et d'analyser scientifiquement les différentes propositions. Le comité scientifique reçoit des propositions de tout le monde. Nous avons des propositions, nous avons des recommandations, nous recevons des conseils. À partir de ces conseils, nous émettons nos avis et aussi nous pouvons recommander. Donc ce qu'il avait été recommandé aux chercheurs, parce que les praticiens qui proposent un traitement sont d'abord des chercheurs, c'est éventuellement d'examiner la pertinence scientifique des travaux de recherche qu'ils veulent mener. Voilà. Aujourd'hui, il y a un protocole, il y a des protocoles thérapeutiques qui ne sont pas forcément, on ne va pas dire admis, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables dans le monde de dire qu'il y a une molécule qui est efficace contre le SARS-CoV-2, le virus. Par contre, effectivement, on évalue plusieurs molécules. Les molécules aujourd'hui qui sont recommandées par le ministère de la Santé dans les différents protocoles thérapeutiques, ce sont des molécules en fait qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la maladie à coronavirus. Étant donné qu'elles n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, ces molécules ne sont utilisées que dans un cadre qu'on va dire expérimental.
même si dans ce cadre expérimental prend en compte le traitement actuel des patients. Je prends l'exemple de l'OMS, dans son étude Solidarité. L'OMS inclut dans son étude Solidarité les données des hôpitaux de plusieurs pays qui traitent les patients avec différentes molécules. Voilà, c'est dans le cas d'un essai clinique, tout simplement parce que ces médicaments n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. En ce qui concerne les traitements traditionnels, cela doit suivre le même processus. C'est-à-dire d'abord la pertinence scientifique. Il y a des protocoles qui ont été reçus par le comité scientifique de plusieurs instances, à l'instar des tradipraticiens. Donc ces protocoles sont en train d'être analysés. Le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est quand même l'institution légale de la recherche scientifique aussi, a des procédures d'acceptation et d'évaluation de ce protocole. Voilà, donc les protocoles transmis sont analysés. Le comité scientifique émettra son avis purement scientifique. Ensuite, le comité d'éthique émettra son avis en ce qui concerne la pertinence, mais surtout la sécurité des patients qui devront être soumis, s'il s'agit de patients ou s'il s'agit d'études in vitro. Voilà, parce qu'il faudrait d'abord démontrer une quelconque efficacité de ces produits quelque part, soit in vitro, soit in vivo, soit que ça a été observé. On part toujours de preuves, que ce soit des preuves faites localement ou de preuves établies à l'extérieur du pays, en international. Tant qu'on a des petites preuves, on peut effectivement se dire, avec ce début de preuves, on peut continuer. Voilà. D'accord. Et combien de temps évaluez-vous, estimez-vous que ce processus peut prendre? Non, quelques semaines, ce n'est pas très long. Quelques semaines? Oui, ce n'est pas très long. C'est toujours un appel justement à nos différents tradipraticiens qui se disent effectivement comment rentrer en contact avec le comité scientifique. Nous avons déjà reçu certains protocoles. D'accord. Et donc ils sont à l'étude. Voilà, mais il faut savoir que le processus est long. C'est vrai que tout le monde, que ce soit le comité scientifique, que ce soit le comité d'éthique, que ce soit le ministère de la Santé avec la direction du médicament et de la pharmacie, tous les délais d'analyse de dossiers sont effectivement réduits afin de pouvoir répondre très très rapidement aux différents demandeurs, voilà, aux différents chercheurs qui soumettent des protocoles pour justement soit les mettre en place, soit au contraire les améliorer afin qu'ils respectent les standards scientifiques en termes de sécurité du patient, voilà, et puis en termes de qualité scientifique. D'accord. Alors, on va revenir sur les mesures barrières. Est-ce qu'elles sont suffisamment efficaces pour limiter la propagation du virus? Les mesures barrières, on va dire, sont pour l'instant les seules mesures de prévention que l'on peut dire efficaces. À l'instar, par exemple, des protocoles thérapeutiques des différentes molécules. Oui, toutes associées entre elles. C'est ce qu'il faudrait préciser. Voilà. Aujourd'hui, je prends un exemple. Je suis aujourd'hui devant vous avec un masque. Bien sûr. Voilà. J'ai un masque. Je me suis dit, c'est parce qu'elle est médecin biologiste, on va dire c'est son quotidien, donc j'ai pas voulu vous... C'est devenu un réflexe. C'est devenu un réflexe. Et aujourd'hui, je pense que vous m'entendez très bien. Absolument. Voilà. Il faut savoir que le non-respect d'une des mesures barrières, une seule fois, peut être à l'origine d'une contamination. Il y a 2 jours, il y a une étude qui est sortie qui a montré que la contamination par voie aérienne, par transmission aérienne, par présence de gouttelettes, de postillons contenant des particules virales, est l'une des plus importantes. Donc, je prends un exemple. Le port du masque oblige. Le port du masque oblige, mais porter le masque tout seul ne permet pas d'être complètement protégé. Entre vous et moi, on le sait aussi très bien, que les particules virales, les postillons peuvent quand même rester quelques heures dans l'air. Donc, on peut effectivement les respirer. D'accord? Donc, d'où l'intérêt de la distanciation physique. Le mètre ou le 2 mètres. Moi, j'ai vu les Canadiens, dans leur procédure, ils ont exigé maintenant 2 mètres. Voilà, parce que de plus en plus, il y a des études. Donc, le mètre est suffisant. Un peu plus, c'est mieux. Mais en plus, lorsque ces particules se sont déposées, même si on a un masque, on peut poser ses mains par-ci, dessus, là où les particules se sont déposées. Et on a tendance, quand on veut parler,
à faire baisser le masque. On a tendance, donc on fait baisser le masque. D'abord, quand on fait baisser le masque, on touche les éventuelles particules virales qui se seraient déposées sur le masque, qui lui n'a pas une efficacité à 100%. C'est pour ça que même dans l'air, on peut avoir le risque lorsque justement il y a énormément de particules virales. Donc on le touche, le masque, avec ses mains. Si on a un masque qu'on a mis uniquement sur le menton, que l'on ne soit pas désinfecter les mains avant de le toucher, on aura tendance peut-être à toucher en baissant pour pouvoir parler son nez et sa bouche. D'où l'intérêt justement de l'association de ces trois mesures. L'hygiène des mains, lorsqu'on sait qu'on a touché quelque chose, il faut systématiquement se laver les mains à l'aide d'un gel hydroalcoolique ou bien de l'eau et du savon, plus simplement, comme on le dit, Dieu merci. L'eau et le savon nous rendent vraiment service aujourd'hui, surtout le savon. Rester à distance raisonnable, requise, au moins 1 mètre, et porter son masque dans les lieux publics. Voilà. Et ensuite, moi, je rajouterais à ces mesures barrières la responsabilité individuelle. Absolument. Je rajouterais la responsabilité individuelle. Nous nous connaissons tous. Chacun se connaît, chacun sait qu'il a un risque. Je pense qu'aujourd'hui, tout Gabonais, même les tout petits, savent quels sont les symptômes de la maladie à coronavirus 2019. À partir de là, lorsque on est symptomatique, on évite d'exposer tout notre entourage, d'abord familial. Absolument. Je pense qu'on a tous suivi au cours des 3 mois fait par le comité technique. La contamination, elle est dans plus de la moitié des cas. Plus de la moitié des patients infectés aujourd'hui ont une contamination dans ce qu'on appelle des clusters familiaux. C'est la famille proche. En attendant, ceux qui ont déjà été malades, ceux qui sont malades dans les familles, savent très bien qu'ils ressentent des symptômes. Soyons responsables. Évitons ce qu'on appelle le déni. Et moi, en tant que médecin biologiste, je vais dire aujourd'hui, toute fièvre, toute fièvre ne peut pas être seulement considérée comme un paludisme. Elle peut être un paludisme, elle peut être une grippe, mais elle peut être aussi, cette fièvre peut être due à la maladie à coronavirus. Beaucoup de patients hospitalisés aujourd'hui le sont après plusieurs jours de traitement. Plusieurs jours plutôt de maladie, tant pour moi. Donc, plusieurs jours de maladie parce que les gens ont fait une automédication ou ont été traités par des antipaludiques. La preuve, c'est que 7 à 8 jours plus tard, ces patients sont obligés d'aller recourir à une consultation dans les lieux dédiés, 7 jours peut-être trop tard. Quand on sait que c'est entre le 7e et le 12e jour que la phase critique de la maladie peut apparaître et que l'on peut basculer en forme grave. Voilà. Donc, c'est déjà trop tard. Et la preuve que ce n'était pas un paludisme, que le traitement contre le paludisme administré ne marche pas, c'est que 7 jours plus tard, on est obligé d'aller consulter. Et là, on présente des lésions pulmonaires avec un risque de faire des formes graves. Donc, ça aussi, c'est une responsabilité individuelle. Et c'est pour lancer un appel, dans cette responsabilité individuelle, à prendre son courage à 2 mains. C'est vrai, la peur a été introduite face à cette pandémie. Lorsque nous, qui avons eu les premiers cas en Afrique, après l'Europe et l'Asie, on a vu tous ces morts. Mais il faut quand même savoir que la mortalité n'est pas très élevée. Cette pathologie fait peur parce qu'elle tue rapidement un grand nombre de personnes. Mais lorsqu'on regarde la mortalité globale, elle est très inférieure. On peut en guérir et plus de 90% des patients en guérissent. Allons-y consulter, respectons les gestes barrières et soyons responsables individuellement, civiquement, pour nous, pour nos proches que nous ne voulons pas voir partir. Merci beaucoup, professeur. Les personnels de santé, experts, médecins, enchaînent les plateaux télé avec un seul leitmotiv, celui de sensibiliser, informer sur le rôle et de la nécessité de leurs actions. Vous l'avez bien compris, la pandémie est bien réelle. Il y va donc de la responsabilité de chacun de prendre soin de soi et de son prochain. Merci, professeur, encore une fois, d'avoir été sur le plateau. Mesdames, Messieurs, on se retrouve la prochaine fois dans un prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. À bientôt.